Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine le rebelle capitaliste, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais faire une rapide vidéo sur la Chine. Notamment parce que j'ai écouté une vidéo de Lou Vincent Gave que je vous mettrai en description et qui me semble très intéressante et qui aborde le sujet de la Chine. Il y a une analyse très pertinente, je pense, sur les conditions de la prospérité récente de la Chine. Et lui, Vincent Gave l'explique par des libéralisations successives de la terre, de l'immobilier, etc., etc., jusqu'à la libéralisation du capital et la constitution de géants de la tech chinois. Et toutes ces libéralisations ont permis justement aux Chinois d'acquérir de la puissance, une puissance, comment dire, bien corrélée cette fois-ci, et contrairement à leur période authentiquement communiste, à leurs milliards d'habitants et à tout leur génie productif, industriel, etc. Voilà. Louis-Vincent Gave, ensuite, dans cette vidéo, il lui a posé la question de oui, mais alors comment ça va évoluer? Parce que maintenant, grosso modo, on a libéralisé quand même énormément de choses en Chine. Et donc, on atteint un plafond, un palier, une asymptote, bref, on commence à stagner. Et voilà, comment vous voyez le futur? En général, dans les marchés immobiliers, dans les marchés, quand on commence à stagner, ça veut dire qu'on va reculer. Hein. Ça veut dire que c'est rare qu'on reste en inertie. En général, si on n'avance pas, c'est qu'on recule. Et sur ce point, et vous écouterez la vidéo, vous me direz ce que vous en pensez éventuellement. Il me semble que Luvin Sogave, comment dire, n'ose pas aller jusqu'au bout de la réflexion, n'ose pas aller jusqu'au bout de l'analyse. Donc il nous explique que, en gros, les Chinois sont aperçus d'une nouveauté avec le big data qui correspondait finalement à leur psychologie d'ingénieur, leur psychologie comment dire, d'étatiste, un peu technocrate. Hein. C'est cette sorte de système de nouveau mandarin qu'aujourd'hui est finalement redevenu la Chine après sa période révolutionnaire. Eh bien, Willy Vincent Gaz nous rappelle que l'élite chinoise est composée quasiment exclusivement aujourd'hui d'ingénieurs et non pas d'avocats ou de fonctionnaires comme dans les pays occidentaux, et que ces ingénieurs sont très sensibles au fait que voilà, l'économie est une grande machine qu'il convient de pouvoir régler correctement, et pouvoir la régler correctement, on dispose désormais, et c'est une nouveauté, de quantité d'informations énormes, de big data, et donc il faut maîtriser ces big data pour faire marcher au mieux la machine économique. Voilà. C'est un peu le préjugé, l'axiome de base des élites chinoises actuellement. Et là-dessus, Louis-Vincent Gave, il me semble, voilà, semble nous indiquer que ça va être pareil dans les pays occidentaux, ce qu'on veut bien le croire en effet, qu'on va constituer de ce fait probablement des monopoles, en tout cas des grandes entreprises qui profiteront essentiellement de ces big data, de ces robots finalement, hein, robots informatiques, algorithmiques, etc. Voilà, il s'arrête là en disant bon, en gros, voilà, je sais pas trop quoi, hein, je sais pas trop, je suis assez pessimiste. On comprend que visiblement, voilà, il pense que cette évolution assez dirigiste et avec une mentalité d'ingénieur économique ne lui plaît pas vraiment, et que voilà, ça va pas très bien se passer, mais on n'en sait pas plus. Ce qui est dommage, puisque Gafcal est quand même installé à Hong Kong, a énormément d'actifs en Chine, il me semble, en tout cas au niveau des obligations, et qu'ils ont fait ce pari depuis un certain temps. Je pense que, voilà, de fait, on ne demande pas à un vendeur de chaussures si on a besoin de chaussures. Bon, avec Louis-Vincent Galve, il est difficile de lui demander si il convient de rester ou de partir de Chine quand on a autant d'intérêt en Chine. Bon, en l'occurrence à Hong Kong. Mais pour ma part, il faut aller au bout de la réflexion, et donc, si les Chinois ont cette mentalité dirigiste de mandarin, et qu'ils croient pouvoir, grâce au big data, régler finement la machine économique, ils se fourvoient. Ils se fourvoient parce que c'est beaucoup trop complexe. Il y a des milliards d'interactions tous les jours, des milliards de contrats qui sont passés, informels, formels, etc. Et que vous ne remplacerez jamais, même avec l'aide du big data, la rationalité
millions, de centaines de millions d'individus à travers leurs milliards de décisions quotidiennes rationnelles, ou plus ou moins rationnelles. Leurs arbitrages locaux, plus ou moins locaux, etc., familiaux, enfin bref. Vous avez une quantité incroyable de décisions qui sont prises tous les jours, et si vous laissez faire les individus librement, le plus librement possible, puisque le libéralisme est la condition de la prospérité des nations, eh bien vous aurez une machine économique qui marchera. C'est contre-intuitif parce que finalement, moins vous faites de choses, presque, hein, je caricature, moins vous faites de choses, plus ça marche. Et ça, c'est pas du tout l'état d'esprit actuellement qu'on voit en Chine. Je pense qu'ils sont un petit peu orgueilleux. Je pense qu'ils ont une sorte de présomption fatale, comme dirait Hayek, et que voilà, ils prennent les succès de l'économie chinoise comme des blancs-seings pour leur action passée et future. C'est-à-dire qu'en gros, ils se disent on est intelligent parce que l'économie chinoise va bien aujourd'hui. Oui et non, vous n'avez fait que libéraliser, les gars, ok? Vous n'avez fait que laisser du pouvoir à la société chinoise. C'est la société chinoise qui a réussi. Alors, vous, et surtout vos prédécesseurs, notamment Deng Xiaoping, ont suffisamment l'intelligence et le pragmatisme pour libéraliser des pans entiers d'économie chinoise, mais ce n'est pas une réussite technocratique, ce n'est pas une réussite de mandarin, et c'est une réussite de libéraux, c'est une réussite de pragmatique. Voilà. Et je pense que ces gens se fourvoient, et qu'ils se voient plus beaux que ce qu'ils ne sont, et qu'aujourd'hui, finalement, ils ont oublié ces leçons de leur père, et qu'ils sont prêts à faire les erreurs de leur grand-père, c'est-à-dire revenir dans une économie administrée, technique, technocratique, etc. Et ça, je pense que c'est une très mauvaise chose pour la Chine. Ce qui me fait dire que l'économie chinoise va aller de mal en pis, même si d'abord en Occident ce sera encore pire, et en Russie ce sera encore pire. Voilà. Mais la Chine, in fine, va quand même connaître une récession économique. Et je croise cette analyse économique avec une analyse historique, qui cette fois-ci est celle de Philippe Fabry, et je vous invite à vous abonner à sa chaîne. C'est un très bon historien et analyste. Et donc, quand on regarde l'histoire, finalement, si vous voulez, la Chine, c'est un peu la Gaule moderne, au sens où l'Empire américain va la conquérir et va la morceler, comme il s'est passé en Gaule, notamment après l'invasion de César. Et la Chine bénéficie également d'une sorte de statut un peu comme le Japon durant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que c'est un peu la puissance montante, éloignée du centre des conflits majeurs occidentaux, qui aujourd'hui se concentrent sur l'Ukraine, la Russie, l'Europe occidentale, etc. Et donc il me semble que la Chine bénéficie de la même niche, si vous voulez, la même niche écologique, la même niche économique que le Japon dans les années 1930-1940, avant sa défaite évidemment, en étant une puissance donc à part, une puissance montante, une puissance qui, comment dire, est un peu à côté des principaux foyers d'insurrection qui sont au Moyen-Orient et aujourd'hui en Europe, et qui de ce fait peut croître, se développer et avoir une politique agressive. Et vous avez aujourd'hui une politique agressive en Chine avec le collier de perles, avec le Cachemire, ces conflits dans l'Himalaya avec l'Inde, Taïwan, etc., etc. Je ne reviens pas là-dessus, la Corée du Nord, bref. Donc je pense que ce qui va se passer, c'est que la Chine va profiter de l'affaiblissement européen et américain pour développer une politique de puissance militaire et géopolitique dans sa sphère d'influence asiatique au sens large. Que ça va passer par une maîtrise du Cachemire, du Pakistan, par une maîtrise de tout, finalement, leurs voisins de l'océan Pacifique, jusqu'à une mise sous pression de l'Australie, etc. Bien. Jusqu'au point où ça va devenir inadmissible pour les Américains qui
même en étant pris sur deux fronts, c'est-à-dire le front russe et le front chinois, eh bien, devront quand même se coltiner les Chinois, parce que la Chine aura fait cet arbitrage que il sera plus intéressant pour elle d'aller directement dans le conflit et comment dire, dans la montée des tensions en Asie rapidement plutôt que d'attendre, parce que la Chine, vous savez, démographiquement, avec la politique de l'enfant unique, va se dépeupler assez rapidement, en tout cas beaucoup plus rapidement que l'Inde. L'Inde va prédominer sur la Chine démographiquement assez rapidement. Et donc, les Chinois ont 20 à 30 millions d'hommes, de célibataires, qui ne servent à rien à cause voilà, de la politique enfant unique qui a visé qui a abouti à un effet pervers qui a été que les familles finalement tuaient les petites filles et gardaient les petits garçons parce que c'était plus intéressant pour eux pour des raisons de patrimoine, enfin bref, des raisons de prestige, etc. Donc vous avez beaucoup plus aujourd'hui de garçons que de filles en Chine, et c'est un gros problème parce que vous avez aujourd'hui 20 à 30 millions de célibataires chinois qui ne servent à rien et qui donc pourront être sacrifiés de façon cynique par le régime chinois dans des guerres, notamment avec l'Inde, mais pas que. Et cette fenêtre finalement démographique assez favorable pour la Chine est assez courte, hein, c'est quelques années, 10 ans maximum, avant que l'Inde prenne vraiment le dessus démographiquement sur la Chine. Voilà. Vous avez aussi évidemment un affaiblissement occidental actuel qui rend assez intéressant pour la Chine le fait de devoir agir agressivement. Voilà. Enfin, vous avez une crise énergétique, la Chine est très dépendante de l'énergie, et je pense que ce sera une raison de plus pour la Chine d'essayer de se sécuriser, d'avoir un prix carré énergétique, et d'intervenir en Iran, etc., et de solidifier son alliance avec la Russie. Voilà. Donc, in fine, la Chine, c'est un peu le Japon du 21e siècle, avec son rattrapage type Air Meiji sous Deng Xiaoping. Mais ce rattrapage n'est qu'un rattrapage, on reste sur une économie administrée, socialiste, et qui est en train de retomber, comme je disais au début de ce podcast, dans ses vieux travers. Et je pense que la Chine perdra sa confrontation avec les États-Unis, que la Chine sera démembrée, et que la Chine donc, va connaître une grave crise avant de connaître, comme la Gaule antique, après sa défaite face à Rome, une période de croissance exceptionnelle, et ce qui sera peut-être aussi le cas pour la Russie après sa défaite militaire. Ces deux pays devraient être des pôles de croissance extraordinaires après leur démembrement, paradoxalement, finalement, après leur défaite. Je pense que ce seront des pays où il y aura un rebond important, puisque on a quand même des quantités d'hommes, d'êtres humains formés, compétents, capables, avec de l'intelligence et comment dire, du courage au travail. Ils sont là, les Russes, les Chinois, ils ont ce capital social, ce capital humain qui est présent, en dépit de leur gouvernement. Et c'est ce capital humain qui, grâce aux libéralisations de Deng Xiaoping, a permis à la Chine d'avoir un essor, et ce n'est pas grâce aux mandarins aujourd'hui du Parti communiste chinois ou au big data chinois que la Chine a pris son envol. Voilà, donc il me semblait important déjà de vous relayer cette vidéo de Louis-Vincent Gave, qui me semble très intéressante. Il y a beaucoup de points de vue originaux qui sont éclairants. Simplement, il faut aller au bout de la réflexion, il faut avoir une réflexion historionomique, des cycles économiques et des récurrences historiques qui nous poussent à dire que la Chine, après probablement une période favorable et des succès à très court terme, eh bien la Chine va connaître un chemin assez pénible jusqu'au démembrement, avec une zone Han, une zone mongole, une zone tibétaine élargie, une zone ouïghour élargie, etc. Enfin bref, on va revenir sur les zones humaines, naturelles, ethniques, démographiques, qui sont celles du long terme, pour reconstituer des entités politiques dans cet actuel empire du milieu, qui est vraiment un empire parce qu'il mélange différentes nationalités qui n'ont pas grand-chose à voir, et qui, avec les difficultés de la Chine, vont finalement pouvoir se manifester. Voilà. Les grands vainqueurs seront les États-Unis, possiblement aussi l'Inde. Le Japon devrait rester neutre, je dirais que
plutôt favorable sur le Japon. Je reste plutôt favorable sur le Japon à court, moyen, long terme. Et voilà, nous verrons. Je vous invite à regarder cette vidéo qui est très intéressante et à vous dire ce que vous en pensez éventuellement. Allez, très bonne journée. Au revoir.